Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Commençons par les titres de ce journal. La Belgique en deuil après l'accident d'autocar de Visil qui a fait 43 morts hier soir. M. Mesmer en Hongrie entretient aujourd'hui avec le premier secrétaire du Parti communiste hongrois, M. Kadar. Le président Pompidou en vacances en Bretagne s'entretient avec les journalistes régionaux et confirme pas de réévaluation du franc. États-Unis, coup de théâtre à Washington, le président Nixon décide de publier ses conversations sur l'affaire de Watergate. Tour de France enfin, le Français Tollet remporte la 17e étape au Cagna, gardant le maillot jaune. La descente de la mort a encore tué. À Visil, près de Grenoble, 43 personnes ont péri hier soir lorsque leur autocar s'est écrasé au fond du lit d'une rivière en crue. Il y a 6 rescapés. L'autocar venait de Belgique. Ses freins se sont peut-être rompus dans cette terrible descente où l'on ne compte plus les accidents. L'émotion est grande en Belgique, où la radio ne diffuse plus que de la musique classique. Les journaux sont encadrés de noir. La question des causes de l'accident se pose maintenant. Voici un premier témoignage, celui de l'un des 6 rescapés. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il se passait quelque chose? Oui. Parce que dans la descente, au moins 500-600 mètres du virage, donc du pont, le car a pris une allure folle. Et ça sentait le brûler dans le car. Nous avons un ennui technique et nous allons diffuser, je pense, ce premier témoignage dans un instant. Nous allons passer peut-être à la suite de l'actualité. Je l'ai dit, l'émotion en Belgique est très grande. Nous allons entendre un reportage tout à l'heure de notre correspondant sur place. Voici des nouvelles de la technique. Et nous passons maintenant, nous sommes en mesure maintenant de passer aux circonstances de ce tragique accident. C'est l'été, il fait beau, voici les espadrilles qui ressortent. Nous sommes ici ce soir pour la première du film La marche dans le désert. L'accident s'est produit peu après 21h hier soir. Sans doute à l'origine de cet accident, la rupture des freins du car dans la descente de la Fraye. Une descente particulièrement dangereuse où de nombreux accidents s'étaient déjà produits dans le passé. Le car a manqué ce virage, un virage très serré, puis il a percuté le parapet. Ensuite, c'était le terrifiant plongeon dans les eaux de la Romanche, 20 mètres plus bas. Après plusieurs heures d'efforts, du car complètement écrasé, 16 corps devaient être retirés. 16 victimes dans le car, auquel il faut ajouter 13 corps éjectés du véhicule et retirés cette nuit des eaux de la Romanche. J'étais appuyé contre le parapet en train de fumer ma cigarette. Et puis j'ai entendu le car qui descendait le col là. Et puis alors j'ai entendu un petit coup de frein sec, puis d'un seul coup il s'est mis à rétrograder. On aurait dit que son moteur s'emballait. Et tout ce que j'ai pu voir, c'est le car aller direct dans le parapet pour sauter dans la rivière. Cette descente de la Fraye est extrêmement dangereuse sur ces 7 km et ses 14% de déclivité. En 25 ans, on a compté près de 80 morts. Le dernier accident s'est produit il y a 3 ans, c'était déjà un autocar. Selon le conducteur d'une voiture qui suivait le car, celui-ci roulait à vitesse réduite, mais brusquement, il a accéléré, manqué le virage et basculé par-dessus le parapet en arrachant un bloc de granit d'1 mètre de haut. La trace de pneus que vous avez vue sur le côté gauche de la route ne serait donc pas un coup de frein, mais un dérapage. La thèse de la rupture des freins se confirmerait donc. Toutes les victimes ont été récupérées, certaines d'entre elles avaient été entraînées à plus de 7 km du point de chute. Les hommes grenouilles de Vienne, qui sont intervenus très rapidement, ont été gênés dans leur travail par le manque de visibilité dans l'eau, à la suite des orages qui se sont abattus dans la région ces jours derniers. Et bien, après ces images terribles, nous sommes maintenant en mesure de vous faire entendre le témoignage de l'un des 6 rescapés de cet accident. Il a déjà 7 infractions à son actif. À la 8e poussette dans la montagne, c'est 10 minutes de pénalisation.
on peut faire confiance à Blocher pour contrevenir aujourd'hui au code du tout. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il se passait quelque chose? Oui. Parce que dans la descente, au moins à 500-600 mètres du virage, donc du pont, le car a pris une allure folle. Et ça sentait le brûler dans le car. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là à l'intérieur du car? Est-ce que des gens se sont levés? Non. Parce que l'on a le chauffeur de ne plus aller si vite. Mais il ne savait pas. Donc il a dit à un certain moment, les freins ne répondent plus. Plus de freins. Et au même moment, ça a été la catastrophe. Les difficultés techniques nous empêchent de diffuser les réactions en Belgique que je vous avais annoncées tout à l'heure. Nous passons tout de suite à la suite de l'actualité. Le président de la République est en vacances dans la petite station balnéaire de la Forêt-Fouesnant, dans le Finistère. Il a reçu hier les journalistes de la région et leur a parlé de la plupart des événements du moment. Deux citations, le franc se porte bien, il n'est pas question de réévaluation, et à propos de la crise chez Lippe, au besoin, on aidera cette affaire à s'arranger. Voici un extrait de l'interview accordée à une équipe de Télé-Bretagne, conduite par Bernard Rivaud, directeur de l'ORTF. Monsieur Pompidou, répondant aux questions de Michel Hutt, a tout d'abord parlé de ses vacances en Bretagne, puis des questions concernant l'agriculture. Nous allons maintenant écouter ce reportage qui vient d'être transmis par Télé-Bretagne. Les agriculteurs, par définition, sont inquiets. Vous savez, tantôt c'est la sécheresse, tantôt c'est la pluie. En ce moment, ils ont quelques raisons d'être inquiets. Et je crois pouvoir dire que ces inquiétudes seront tout de même finalement, je ne dirais pas inutiles, mais l'essentiel sera fait pour qu'elles soient dissipées. D'ailleurs, je crois être, figurez-vous, le premier homme d'État à avoir souligné que nous entrions dans une période de pénurie de produits alimentaires directs ou indirects, alors que tout le monde considérait, y compris à Bruxelles, qu'on était dans une période de surproduction. Et en particulier, ça a été l'objet de mes conversations avec le président Nixon. Cela dit, je ne suis pas maître des décisions des autres, nous n'y pouvons pas grand-chose, nous cherchons simplement à nous en accommoder, mais c'est la preuve que l'Europe et même la France doivent pouvoir vivre essentiellement sur elles-mêmes au point de vue alimentaire. C'est essentiel. Vous parlez de pénurie alimentaire, Monsieur le Président. Il y a aussi des difficultés financières. Vous êtes installé ici à votre table de travail. Est-ce que vous avez apporté des devoirs de vacances, pourrait-on dire? Écoutez, regardez, il m'en est arrivé ce matin, il va repartir ce soir, il en arrivera d'autres dans la semaine. Soyez tranquille, et encore à la fin de la semaine. Vous avez tenu des propos fort pessimistes il y a quelque temps. Oui, on exagère. J'ai dit simplement qu'il ne fallait pas s'endormir et que la situation générale, que ce soit du point de vue monétaire, que ce soit du point de vue politique, que ce soit du point de vue de l'Europe, que ce soit du point de vue des rapports avec l'extérieur, était une situation qui, à bien des égards, était préoccupante parce que tout changeait. Je ne suis pas pessimiste par tempérament, mais je trouve absurde de se lamenter sans cesse et après ça de déclarer que tout va bien, ou de croire que tout va bien. Est-ce que vous profitez également de ce temps de vacances, Monsieur le Président, pour préparer votre voyage en Chine qui vous tient beaucoup à cœur? Un petit peu, je commence à me renseigner sur la Chine. Ce n'était pas jusqu'ici le pays sur lequel j'avais le plus de connaissances, évidemment. Alors, il me faut un certain temps pour m'y habituer, pour me préparer sur le pays. Quant au voyage lui-même, je le préparerai fin août, début septembre, probablement là aussi dans la retraite. On dit aussi que vous préparez votre conférence de presse de la rentrée. On parle d'union sacrée aussi. On verra si je fais une conférence de presse, c'est possible. Quant à l'union sacrée, je n'en ai jamais parlé. J'ai dit simplement à un déjeuner, je crois que c'est les réformateurs, je leur ai dit, franchement, nous sommes dans une période où les problèmes internationaux français sont, je veux dire de la France en matière internationale, sont suffisamment sérieux pour qu'on pourrait espérer que tous les Français se rassemblent derrière leur gouvernement, comme les Anglais savent se rassembler en réalité, même s'ils ne sont pas du même avis, finalement ils se rassemblent derrière leur gouvernement, et bien d'autres. Enfin, ça a toujours été le propre des Français de mettre leur division devant, en avant. C'est notre tempérament, que voulez-vous.
malgré cette préoccupation, il n'est pas trop difficile pour le chef de l'État de passer de bonnes vacances en Bretagne, quand même. J'essaie de combiner les deux et, mon Dieu, la Bretagne m'y aide. Eh bien, parlons encore du Parti radical. Rupture au sein de ce parti. Monsieur Étienne Dailly, vice-président du Sénat, président du Conseil général de Seine-et-Marne, a décidé de rompre avec monsieur Jean-Jacques Servan-Schreiber. Il vient d'adresser une lettre à monsieur Servan-Schreiber, qui se trouve actuellement dans le Pacifique. Et dans cette lettre, il déclare notamment, je cite, « Aujourd'hui, vous déconsidérez ce qui reste de notre malheureux parti radical en menant dans le Pacifique une campagne d'agitation contre la France. Libre à vous de choisir cette voie, libre à vous de céder toujours à toutes vos impulsions, mais vous n'avez pas le droit d'engager ainsi, au hasard de vos caprices ou de vos illusions, la responsabilité du parti radical, pas plus d'ailleurs que celle du mouvement réformateur. » Le social, maintenant, le journal officiel publie aujourd'hui 2 décrets portant le minimum vieillesse à 4 800 francs par an. Ce relèvement intervient cette année avec 3 mois d'avance. On sait que le Premier ministre s'est engagé à doubler le montant de cette allocation vieillesse avant 1978. Le syndicat CGT a qualifié cette augmentation de dérisoire. 2 millions de personnes ne peuvent que survivre avec 400 francs par mois, soit 13 francs par jour, précise la CGT dans son communiqué. 2 parlementaires s'inquiètent dans des questions écrites au ministre du Logement de la conséquence de la récente hausse des loyers, en particulier pour les personnes âgées. Il s'agit de M. Georges Marchais, député communiste du Val-de-Marne, et de M. Jacques Sourdy, député UDR des Ardennes. Le voyage du Premier ministre en Europe de l'Est maintenant. À cette heure-ci, messieurs Mesmer, Jaubert et leurs conseillers naviguent sur les flots du Danube, au nord de Budapest, pour aller visiter 2 villes historiques. C'est un moment de détente après un programme chargé. Pendant son séjour d'un peu plus de 24 heures à Budapest, le Premier ministre n'a accordé que très peu de temps à la visite purement touristique. En fait, il n'aura presque connu que ce bâtiment datant du 19e siècle sur les bords du Danube, le Parlement hongrois. C'est là qu'il a rencontré son homologue hongrois, M. János Fok, son homologue avec lequel il a discuté des rapports entre la France et la Hongrie. Mais la matinée avait commencé par un dépôt de gerbes au monument aux morts de la place des Héros. Et c'est la garde particulière du Parlement qui rendait les honneurs au Premier ministre français. Quelques instants après, retour au Parlement pour la reprise des entretiens Fok-Mesmer, entretiens placés sous le signe de la détente. Avant d'aborder le problème des relations entre les 2 pays, il a été longuement question de la sécurité en Europe et des conclusions de la dernière conférence d'Helsinki. Les rapports franco-hongrois à présent, on s'est promis ce matin de développer les échanges entre les 2 pays et surtout de les rééquilibrer en fonction des besoins de chacun. De tout cela, il a été également question en fin de matinée à l'immeuble du Parti socialiste hongrois où M. Mesmer a rencontré l'homme fort du régime, le premier secrétaire du parti, M. János Kadar. Et lorsqu'on est intéressé, on n'est pas fatigué. J'en suis heureux de vous entendre. Voilà, en ce moment même, un dîner est offert en l'honneur de M. Mesmer à bord d'un bateau sur le Danube. Demain, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères quitteront Budapest pour Sofia. Ils resteront 2 jours en Bulgarie avant de regagner Paris. Ici, Budapest, à vous Paris. Oui, un communiqué sera sans doute publié à l'issue de la visite de M. Mesmer en Hongrie, demain matin, après le départ du Premier ministre pour la Bulgarie. La presse bulgare publie depuis quelques jours de nombreuses informations sur la France. La télévision bulgare présente ce soir un film français, Honoré de Marseille, avec Fernandel, un film qui a été tourné en 1956. À défaut de vous montrer Le Bulgare est un homme galant, premier film tourné en Bulgarie en 1910, voici un reportage sur ce pays. C'est dans l'un des plus anciens États d'Europe, la Bulgarie, que le Premier ministre arrivera vendredi matin pour la 2e et dernière étape de son premier voyage officiel à l'étranger. 110 000 km², près de 9 millions d'habitants, capitale Sofia, la Bulgarie, dont la constitution stipule que le pouvoir découle du peuple et appartient au peuple, est un pays socialiste type. Toutes les entreprises, par exemple, y sont autogérées. En matière d'agriculture, tout est regroupé au sein de coopératives. Bien qu'à vocation agricole traditionnelle, la Bulgarie ne veut pas être condamnée à la seule économie rurale. Ainsi a-t-elle fait de très gros efforts depuis la dernière guerre pour son industrialisation, n'hésitant pas à lui accorder chaque année près d'un quart de son revenu national. Parallèlement, tout est là-bas à la pointe du progrès technique. On y trouve les usines les plus fonctionnelles, une campagne modernisée à l'extrême, l'usage de l'ordinateur et les voyages en avion y sont choses courantes.
La Bulgarie est depuis très longtemps liée avec l'Union soviétique, tant sur le plan politique qu'économique. Cela explique en grande partie que les échanges entre la Bulgarie et la France, bien qu'ayant triplé en 7 ans, et bien que la France soit au 3e rang des pays commerçants avec elle, derrière l'URSS et l'Allemagne de l'Ouest, que ces échanges donc soient assez peu développés. La Bulgarie est en effet le pays de l'Est avec lequel notre commerce est le plus faible. On y exporte principalement matériel mécanique, matériel électrique, automobiles et produits alimentaires. Et l'on parlera certainement d'un accroissement de ces échanges après-demain à Sofia, lorsque M. Mesmer rencontrera son homologue bulgare, M. Torodov. Mais le Premier ministre aura également des entrevues avec d'autres dirigeants de la Bulgarie, des entrevues qui porteront notamment sur les relations politiques et culturelles. Après le russe, obligatoire, la langue française est là-bas en tête des langues à option étudiées dans le secondaire. Enfin, le Premier ministre se rendra compte de l'immense effort fait en matière de tourisme, notamment à Varna, sur les bords de la mer Noire, véritable côte d'Azur bulgare. Le Premier ministre s'y trouvera samedi après-midi, avant de regagner Paris dans la nuit de samedi à dimanche. Oui, les relations avec les pays de l'Est se développent. Un accord de coopération économique entre la France et l'Allemagne de l'Est a été signé aujourd'hui à Paris par messieurs Giscard d'Estaing et Stoller. La France est déjà le 2e fournisseur occidental de la RDA. Cet accord, dont vous voyez la signature, prévoit que les échanges entre les deux pays vont doubler en 10 ans. On sait que Paris et Pankov ont établi des relations diplomatiques il y a quelques mois seulement. En Grande-Bretagne, le gouvernement vient d'annoncer un resserrement du crédit bancaire. Il s'agit bien sûr de lutter contre l'inflation. Même préoccupation aux États-Unis, où le président Nixon vient d'annoncer des compressions budgétaires et un contrôle rigoureux des salaires et des prix. Les experts pensent que cela n'empêchera pas l'inflation de continuer et les prix de l'alimentation d'augmenter de plus belle. Les prix alimentaires maintenant vont être libérés, mais ils seront quand même surveillés. Le prix du bœuf, qui est la matière qui a augmenté le plus ces dernières années aux États-Unis, reste néanmoins bloqué jusqu'au 12 septembre. Et la liberté donnée aux prix alimentaires va certainement provoquer au cours des prochains jours une hausse très rapide, car on permet aux supermarchés de rattraper les hausses survenues depuis le mois de juin à la production. Et ces hausses avaient été très sensibles, car malgré tout, Nixon, pour ne pas mécontenter les fermiers américains, lorsqu'il avait gelé les prix et les salaires, néanmoins avait laissé les prix agricoles libres il y a 2 mois. Ce qui fait que depuis 2 mois, à la production, les prix des produits agricoles ont augmenté de 4, 5 ou 8%, et qu'au cours des prochains jours, certainement, cette hausse va être répercutée très rapidement au stade du détail. Peut-on préjuger des réactions des Américains qui ne doivent malgré tout pas être très contents en face d'une augmentation relativement faible des salaires et une augmentation très forte des prix? Le réflexe des Américains n'est pas tellement de mettre en cause le dollar. Pour les Américains, malgré tout, le dollar reste encore la valeur suprême. C'est vraiment le dieu des États-Unis. Et le réflexe des Américains, lorsqu'ils reviennent de voyage, d'Europe notamment, c'est de dire non pas que le dollar est dévalué en Europe, mais que les prix sont très chers en Europe. C'est une réaction naturelle. Je parlais tout à l'heure d'un coup de théâtre dans l'affaire du Watergate. Eh bien, un nouveau coup de théâtre vient de se produire. Le sénateur Ervin, qui avait annoncé que le président Nixon avait décidé de remettre à la commission d'enquête du Watergate les enregistrements de ses conversations ayant trait à l'affaire, a déclaré quelques minutes plus tard qu'il venait d'être victime tout simplement d'une mauvaise plaisanterie. Le président Nixon appréciera. Nouvelle brève du Proche-Orient. Un premier référendum aura lieu en Égypte et en Libye au mois de septembre sur le principe de la fusion des 2 États en un seul. À Athènes, un Palestinien a échoué dans sa tentative d'attaquer ce matin le bureau de la compagnie israélienne El Al. C'est au cœur d'Athènes, dans le hall d'un hôtel, qu'un homme seul, un Palestinien, a tenu en respect 17 personnes durant 4 heures cet après-midi. Tout a commencé à midi, lorsque cet homme se présenta au siège de la compagnie aérienne israélienne El Al en cachant une mitraillette sous ses vêtements. Mais un gardien, apercevant l'arme, réussit à bloquer la porte de verre de l'agence. Le terroriste gagna alors l'hôtel voisin par un dédale de couloir intérieur et surgit dans le hall de l'hôtel Amalia. Là se trouvaient une vingtaine de personnes, des touristes américains, un prêtre, 2 enfants et 2 policiers. Menaçant le groupe de sa mitraillette et tenant dans l'autre main une grenade dégoupillée, le Palestinien, après avoir tiré une rafale dans le plafond de l'hôtel, demanda tout simplement à ses otages terrorisés de lui présenter leur passeport qu'il voulait contrôler. Et ce Palestinien est maintenant reparti. Il est parti pour le Koweït à bord d'un avion
qui a décollé d'Athènes il y a quelques instants. En Bolivie, un magistrat de la Cour suprême de justice vient de confirmer que Klaus Barbie, ancien chef de la Gestapo de Lyon, sera extradé au Pérou. On sait que le gouvernement français avait demandé l'extradition de Barbie, criminel de guerre. Cette demande, rejetée par la Bolivie, pourrait maintenant être présentée au Pérou. Revenons en France. Hold-up hier à Toulouse. 2 bandits ont attaqué une bijouterie. Grâce au courage d'un passant et à la diligence de la police, ils sont tous les deux sous les verrous. Monsieur, comment s'est passé ce hold-up? Eh bien, c'était au moment de la fermeture. Ils sont arrivés à 7 heures. J'étais en train de ranger les bijoux dans le coffre. Ils ont braqué un fusil à canoncier sur ma femme et mon fils. Et moi, j'ai entendu du bruit, je suis descendu. Et là, le deuxième a braqué un revolver sur le ventre et m'a demandé où était la marchandise. On lui a dit que la marchandise était rangée à l'extérieur du magasin. Et ils n'ont pas voulu me croire. Ils m'ont obligé à monter au premier étage où j'avais mon coffre. Et là, ils ont tout pris. Et c'est à la sortie que tout s'est joué? C'est-à-dire que là-haut, j'ai eu la tentation de frapper le gars. J'avais la possibilité de le faire. Parce qu'à un moment, quand il a vu toute cette marchandise sur les présentoirs, il a eu un moment d'affolement. Et il a enlevé le revolver. Il avait le revolver sur ma gorge. Il a enlevé le revolver de sur moi et pour prendre les bijoux. Et là, j'avais la possibilité de le frapper. Mais j'ai eu peur parce que l'autre en bas menaçait ma femme et mon fils. Et c'est ce qui m'a empêché de bouger. Et sur le trottoir, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que le premier est sorti est rentré à toute vitesse dans sa voiture. Et le deuxième qui continue à nous menacer avec son fusil est sorti tout doucement. Et dès qu'il est sorti, je suis sorti derrière lui, j'ai ameuté les gens, j'ai crié aux voleurs, etc. Et il y avait un monsieur qui était dans les environs. Au moment où le dernier sorti avec son fusil voulait rentrer dans la voiture, l'autre l'a bousculé. Il est tombé par terre et là on lui est tombé dessus à 2 ou 3. Mon fils, ce monsieur, moi et 2 autres personnes qui passaient. On l'a ceinturé l'homme, on a essayé de désarmer, on n'a pas pu, et puis il y a eu une mêlée générale. Cette première intervention nécessitait un certain courage. Vraiment, ce monsieur, j'ai son adresse, j'espère le retrouver bientôt et je lui manifesterai comme je peux ma reconnaissance. Quel âge avait-il à peu près? C'est un monsieur assez âgé, disons une 60aine d'années. L'autre bandit a été arrêté par la police ce matin. Les incendies de forêt se multiplient en Corse, où 14 nouveaux feux sont signalés aujourd'hui. L'incendie est particulièrement grave à Furiani. Le préfet a même décidé la réquisition des véhicules porteurs d'eau et a demandé l'envoi d'un 3e avion extincteur Canadair. L'armée de l'air a envoyé de son côté des renforts en hommes à Furiani. Les incendies de forêt sont également nombreux en Sicile, où l'on a enregistré aujourd'hui la température record de 43 degrés à l'ombre. Contrairement à son habitude, Arrabal n'aurait pas l'intention de faire monter la température dans les salles de cinéma où sera diffusé son 2e film. Cette fois-ci, Arrabal, auteur à succès et à scandale au théâtre, paraît vouloir changer de genre. Il tourne un film d'amour, nous dit-il, avec Emmanuel Riva. Oui, ok. Tu veux le voir une fois? Voilà, on va le répéter une fois pour Arrabal. Arrabal, encouragé par le succès de son premier film Viva la Muerte, en réalise un second dans les rues de Saint-Cloud avant de partir terminer les extérieurs au Maroc. Tu es prêt? Ok, je suis prêt. Go! Go! Peut-être que maintenant je vais un peu élargir sur... C'est ça? Ok. Le cinéma, c'est le rêve de tous les fils à papa, de tous les enfants qui ont lutiné leur bonne. Ils rêvent d'une chose, de faire du cinéma parce que c'est rapide, parce que tout le monde croit connaître le cinéma. Alors que c'est l'art le plus terrifiant, ça fait peur de faire du cinéma. Stop! Le titre du film est « J'irai comme un cheval fou ». Et je ne vais pas révéler ce qu'est le film. Je traite un sujet qui à la base ne peut pas être traité par un poète. Et le sujet, c'est un sujet policier. J'ai fait un film policier, un film à suspense. Ah, je tourne. On va tourner, hein? Baski, tu es prêt pour tourner? Oui.
tout de suite, dès que s'installe une caméra et je m'installe avec l'équipe, il commence à prendre des significations. Il y a eu Karl Marx qui est arrivé, il y a eu le Christ, il y a eu ma mère qui est à Paris, il y a des enfants, il y a eu des icebergs de significations. Et on a eu la chance fastueuse de trouver Emmanuel Riva. Dès qu'elle est venue au tournage, tout de suite on m'a dit attention, Emmanuel Riva, c'est une actrice très difficile. Il fallait la mettre à une épreuve. Viens ici. Alors, je lui demandais de découvrir son épaule et je l'ai mordu jusqu'au sang. Regarde, c'est filmé, les gens verront que tu m'as torturé. Il est complètement fou, Steve. On m'a beaucoup critiqué. On me dit, Arrabal fait de la pornographie, nous parle des choses révoltantes, alors que je ne suis qu'un miroir du monde qui m'entoure. Il ne faut pas cracher contre les miroirs, il faut cracher sur ce qui reflète les miroirs. Dans un monde fou dans lequel nous vivons, dans un monde d'une lutte des technocrates de l'Est et de l'Ouest, il reste que les poètes, qui n'a rien à dire et qui a tout à prévoir. Et c'est pour cela que maintenant les poètes s'expriment au cinéma. Tu veux que je prenne la bougie tout de suite, au départ? Elle représente la femme telle que je l'imagine, c'est-à-dire l'être le plus adorable qui peut exister et en même temps la salope la plus grande. Elle n'a pas été une actrice dans le film, elle a été une collaboratrice. Silence s'il vous plaît, moteur. Elle n'a pas été un être auquel j'ai dit fais ceci et fais cela, mais elle a été un être qui m'a inspiré des choses. C'est un film d'amour fou. C'est un film policier d'amour fou. Eh bien, attendons le résultat. J'espère que ce journal vous a intéressé, en dépit de l'incident technique signalé au début et pour lequel nous nous excusons. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et vous dire au revoir.